Bonjour à tous et bienvenue dans cette pause café numéro 34 qui a failli ne pas voir le jour. Avec 39 minutes de retard, nous sommes là, nous sommes persévérants et nous ne baissons pas les bras. Bon après on va pas se mentir, on était à deux doigts de baisser les bras. Voilà, donc des petits problèmes pour sur LinkedIn. Mais nous sommes là avec Chloé. Chloé, comment vas-tu? Ça va très bien. Très bien. Super. Et toi, Mélanie? Ouais. Ravi d'être là. Mélanie, comment vas-tu? Voilà. Ça va bien. Donc on va vous dire la vérité, hein. Comme vous pouvez le voir, nous n'avons ni Paul Adrien ni Romain qui sont les deux seules personnes à maîtriser la technique obscure et la tuyauterie obscure pour pouvoir diffuser en live sur LinkedIn. J'ai dû apprendre ça tout sur le tas en une petite matinée et comme on le dit aussi très bien, cordonnier mal chaussé. Et ben voilà, on apprend à nos clients à faire des bonnes formations, des bons documents et nous, on n'a rien de tout ça. Résultat, ça a été un peu galère, mais on est là. Très heureux d'être là. Donc pour information, Paul Adrien est dans un camp de réfugiés dans le Calvados à cause de problèmes de train. Romain est dans un bus on ne sait où à cause de problèmes de train. Merci la SNCF. Toujours est-il non, que... la neige. La neige et la SNCF quand même, hein, on va dire. C'est pas normal d'avoir de la neige en novembre. Hein. Ouais, c'est plus normal. C'est plus normal. Et donc aujourd'hui, on va faire un petit live sur un sujet qu'on aime bien, les déviations. Je pense qu'on doit être à 100e podcast sur ce sujet. Mais bon, voilà, hein, toujours bien de revenir sur ce sujet puisque ça reste un élément ultra important dans nos systèmes qualité. Et moi, je voulais parler un peu de déviation critique. Petit retour d'expérience de Chloé sur un vécu très récent. Donc Chloé, toi, en ce moment, tu aides un client dans ses investigations de déviation et tu as pris en charge une déviation critique. Et donc pour aborder ce sujet, déjà, peux-tu partager avec nous la façon dont s'est passée cette prise en charge? J'imagine très bien que la déviation est sortie le jour même. Tu étais déjà en train d'investiguer, non? Bah exactement. Donc quand j'étais sur site, et ben bon, il n'y avait pas de priorité vraiment à proprement parler. Et dans la journée, voilà, on a cette déviation critique qui est sortie. Donc je me penche sur le sujet et je constate dans la fiche événement donc qui a été ouvert que cet événement a eu lieu quand même a été détecté le 24 septembre. Sachant qu'on était quand même le 14 novembre. Début novembre, mi-novembre carrément. Mi-novembre, donc je me suis posé la question, j'espère qu'il y a quand même des choses qui ont été faites parce que moi en tout cas quand je prends des anomalies là dans ce cadre-là, je pars vraiment de zéro. Donc en effet, rien n'avait été commencé et me voilà partie à la recherche des informations pour bien comprendre le contexte et ça je pense que c'est primordial à la fois quand on commence une investigation qui est récente, on va dire, mais aussi quand on récupère du backlog, vraiment bien avoir tous les tenants et les aboutissants de comment ça s'est passé, qui l'a détecté, vraiment le contexte global, c'est vraiment très très important et c'est la première chose que j'ai fait. En fait, j'ai appelé le pharmacien, je suis allée interroger la production, vraiment pour récolter un maximum d'informations parce que même si tout était entre guillemets écrit sur la fiche événement au travers du QQ ou QCCP, il faut quand même aller voir les personnes et voir leur ressenti aussi. On a toujours des petits détails qui sont pas écrits dans les événements et qui sont pour le coup très intéressants pour lancer l'investigation et orienter en fait au mieux l'investigation. Et tu penses pas qu'en ayant été intervenu un mois et demi plus tard, il y a des infos qui ont été oubliées? Alors, je pense que si ça avait été détecté, pris en charge bien plus tôt, ça n'aurait peut-être pas changé parce que le lot a été produit en juin et l'anomalie a été détectée en septembre parce qu'en fait, il y a eu un déconditionnement et c'est suite à ce déconditionnement de ce lot qu'on a détecté cette anomalie-là. Donc après. Mais par contre, la prise en charge tardive,
Donc moi j'ai Ah oui, suivi par l'historique, contre, hein, la donc prise en charge il tardive, y a un point qui est clé, c'est que en fait cette anomalie a été ouverte il y a 1 mois et demi, en gros, et finalement elle est sortie comme il faut la traiter parce qu'elle est urgente, parce que là il y a le lot qui est bloqué par cette anomalie qu'on doit libérer dans une semaine. En gros, hein, je simplifie, mais donc ça veut dire que c'est ça. on a une déviation critique ouverte depuis 1 mois et demi où rien n'a été fait à part l'afficher événement au moment de la détection. Donc sur un lot, en et plus de... avec un... Attends, je termine. Et finalement, elle ressort comme... Donc il n'y a rien qui a été fait pendant 1 mois et demi et on commence à s'intéresser à cette anomalie parce qu'on a le lot à libérer dans une semaine. C'est ça, hein, donc, j'ai bien résumé. Ouais, c'est ça. Oui, et oui, donc en plus sur un lot qui a même pas été produit en septembre, qui a encore été produit plusieurs mois en amont. Oui, mais ça par contre, en l'occurrence, du coup, c'est vrai que dans ce cas-là, le fait de le traiter au plus tôt, ça a pas trop d'impact sur les données à récupérer puisque finalement, bon, elle a été détectée, comme tu disais, dans le cadre d'une activité de déconditionnement. C'est pas de chance, entre guillemets, ça a été détecté tardivement, mais dans tous les cas, effectivement, qu'on commence l'investigation il y a 1 mois et demi ou maintenant, t'aurais pas eu plus d'infos des opérateurs qui se rappelaient plus ce qu'ils ont fait il y a 3 mois, quoi. Oui, mais j'ai envie de te dire, il manage avec les lots à libérer. J'ai envie de dire, si tu as une déviation critique sur un lot qui a été fait 6 mois, normalement, tu sais qu'à un moment ou à un autre, on va te le demander parce que ce lot, si tu prends les lead time de Libé, c'est peut-être dans ce site 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu te dis, elle va arriver. Donc, d'autant plus que tu as un événement qui apparaît sur un lot produit il y a un moment, tu le laisses. C'est encore un argument de plus pour pas laisser traîner le sujet. Oui, ça c'est clair, ça c'est clair. C'est dans ce sens-là que je voulais dire ça. Et moi, je vais pousser le bouchon un peu plus loin. Bon, au final, on sait pas trop pourquoi est-ce qu'il a été déconditionné que à ce moment-là. Mais du coup, si le tri, la gestion des tris se fait comme la gestion des déviations, et donc on attend que le lot il arrive bientôt proche de la libération pour se dire bon, il faut qu'on le trie, peut-être qu'en fait on aurait pu trier plus tôt et s'en rendre plus compte. Après, là je pousse un peu le bouchon parce que peut-être que aussi il y a la capacité à trier à prendre en compte. Mais dans tous les cas, putain, moi je suis désolé, hein, mais écoutez bien ce que je vais dire et retenez-le, quoi. Arrêtez d'attendre qu'un lot soit libéré pour commencer à investiguer, quoi. Parce que investiguer une déviation en une semaine, une déviation critique en une semaine, alors toi t'as dépassé un peu la semaine, t'as réussi à le tenir, mais t'as fait que ça. J'ai clairement annoncé dès le début, clairement on m'a annoncé un délai quand même assez court pour traiter une déviation critique. Je peux pas vous garantir que dans 3 jours ce sera ok. Enfin, au vu justement de la criticité et du fait qu'on part vraiment à zéro. Donc moi en tout cas j'ai annoncé direct ça. Hein. Mais en fait, moi, j'ai envie de te dire, un des objectifs pour moi de la classification, c'est justement de se dire cette déviation. Et moi, je l'ai vécu aussi finalement pour des réclamations aussi. Elle est critique, c'est que tu arrêtes tout et tu la traites en priorité. Même pas, tu te poses même pas la question de Libé, de machin, de trucs, avec de qu'est-ce le que temps tu as à faire. C'est que si elle est critique, ça veut dire que tu as des graves problèmes dans tes processus, dans tes gestions de process, dans ta fabrication, dans tes contrôles, et que finalement, tu es en train peut-être de produire d'autres lots dans cette condition-là, et que faut que tu le saches assez rapidement parce que peut-être que tu auras aussi, outre le fait que ce lot a traité, une décision d'arrêter ou de mettre en place des correctifs assez rapidement. Donc là, je sais pas comment ils ont géré, mais finalement, ça veut dire que toi, tu dis il y a un lot qui a été produit au mois de juin, qu'il y a une anomalie qui a été produite, qui a généré un défaut critique, et que finalement, depuis le mois de juin, ils ont peut-être continué à produire dans ces conditions-là. Exactement. Alors après, sans rentrer dans les détails de l'anomalie, parce que on veut pas non plus rentrer dans les détails, c'est pas cool. Mais en gros, on parle d'une contamination croisée, c'est-à-dire qu'on retrouve dans le lot de produits finis un produit fini qui est dans un conditionnement primaire différent de ce qui est attendu et de tous les autres produits finis. Première réaction, ça vient du fournisseur. Voilà. On a une contamination. Ouais. Alors moi je vous pose la question, ceux qui sont dans le live et qui écoutent ce podcast, mais quand on a une contamination croisée,
on peut pas déjà, et ça me fait penser aussi à une discussion qu'on a eue chez un autre client dans la construction du filtre sur les causes évidentes. Et cette déviation, elle est assez intéressante justement liée à ça. C'est cause évidente. On se dit, il y a un article de conditionnement primaire qui est différent, qui vient du même fournisseur. C'est forcément le fournisseur. On va direct là-dessus. Point. Non, en fait, il n'y a pas de cause évidente. Il y a une méthode d'investigation pas à pas qui va nous amener à trouver les différentes hypothèses. Et les hypothèses, ici, il y en a plusieurs. Il y a effectivement l'hypothèse du fournisseur. On ne peut pas l'écarter, donc il faut la rechercher. Mais il y a aussi l'hypothèse du vide de ligne au moment du conditionnement primaire, quoi. En fait, et on ne peut pas l'écarter non plus. Ouais, j'ai envie de te dire, moi, en plus, dans ce côté de... tu supposes que ça vient du fournisseur. Pour moi, faut que tu puisses aussi prouver qu'avant d'aller voir ton fournisseur, ou alors tu peux aussi te poser la question à ton fournisseur en parallèle que tu fais ton investigation en interne. Tout dépend quelle relation tu as avec ton fournisseur. Mais en fait, à un moment, à ton fournisseur, il faudra aussi que tu sois capable de lui prouver que ça vient de chez lui et pas de chez toi. Bah, c'est un très bon point, ça. Ouais. Tu mets en doute ton fournisseur, à un moment, il faut que tu te poses la question aussi si tu es sûr que c'est que le fournisseur. Parce que quand tu rentres dans des aspects après de réclamation fournisseur, tu peux pas juste dire le fournisseur, on a trouvé un flacon, ça vient forcément de chez vous. Faut que tu dises, on a vérifié ça chez nous, on a machin, on a truc. C'est un peu ce qui s'est passé là, en l'occurrence. La dernière possibilité qu'on a, c'est chez vous, ou c'est chez vous, ou chez nous. On a un doute et on aimerait bien avoir votre avis sur la situation, quoi. Ben justement, dans cet exemple, c'est vrai, je disais, bon, l'investigation n'avait pas commencé. Il y avait une chose qui avait été faite, justement, c'était l'envoi de la réclamation au fournisseur en disant on a trouvé voilà cet article de conditionnement qui était pas censé être dans notre lot de produits finis. Merci d'investiguer. Point. Et on a attendu un mois le retour du fournisseur pour vérifier justement. Ils avaient au moins fait ça au démarrage alors. Ils avaient fait ça quand même au démarrage. Bon, il y a eu quand même le temps d'investigation de la part du fournisseur, mais en fait, c'est vrai que c'était vraiment mettre toutes ces cartes sur le fournisseur et ne même pas commencer à regarder en interne si justement on a pu avoir une défaillance dans notre process et notamment celui de vide de ligne, parce que quand on pense à une compta croisée, voilà, c'est vide de ligne et c'est vrai que ça c'était assez regrettable en se disant bah oui, vous avez fait que un petit morceau du travail finalement au début de commencer l'investigation. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux fournisseurs, tu sais, je t'avais dit, en fait, envoyer une réclamation au fournisseur en disant on a trouvé un article de conditionnement primaire différent dans notre lot de production, investiguer chez vous. Tu peux aussi simplifier le travail du fournisseur, orienter pour avoir une réponse beaucoup plus rapidement qu'un mois, c'est-à-dire dans un lot de conditionnement avec le code article avec le code article temps d'article de conditionnement primaire, on a trouvé un autre article de conditionnement primaire de code article temps. Est-ce que vous pouvez regarder déjà si sur ce lot-là d'articles de primaire, quelle était la production précédente chez vous? Et est-ce que parce que en gros, imaginons qu'on fasse, je sais pas, des pots bruns et puis on trouve un pot blanc au milieu. Bon, c'est un peu plus facile à voir, mais bon, que dans notre cas. Si le fournisseur, dans son lot qui t'a servi à conditionner tout ton lot, il te dit, bah, ma production d'avant, c'était aussi des lots bruns et pas des lots blancs, bah, a priori, il y a moins de chances que ça vienne de chez lui. Donc, tu peux déjà dire, OK, on y va, on va juste regarder déjà ça. Et si déjà ça se confirme, là, on peut commencer à dire, OK, bah, faut regarder comment vous faites vos vides de ligne. Mais, à mon sens, dans ce genre de cas, avant d'envoyer, de se déresponsabiliser en disant c'est pas nous, c'est le fournisseur, il faut commencer par regarder chez nous. Bien évidemment, on peut commencer en parallèle lancer le fournisseur, mais en fait, c'est vraiment et donc pour moi, c'est vraiment on se débarrasse du problème, quoi. Et du coup, en fait, on fait pas en sorte que le problème ne revienne plus parce que on n'a aucune certitude que c'est que le fournisseur. Et en plus, j'ai envie de te dire, ta relation avec le fournisseur, ça se travaille aussi.
si tu lui envoies j'ai envie de dire des scuds en disant vous nous avez envoyé une compta croisée, c'est de votre faute, bah le fournisseur il va mettre un mois à répondre et il va peut-être pas être dans de bonnes conditions parce qu'il va se dire aussi peut-être de son côté bah c'est pas possible, on n'a pas de problème et voilà. Alors que comme tu dis Arnaud, tu lui dis voilà on a trouvé tel flacon dans tel endroit sur tel lot, est-ce que vous pouvez nous confirmer si vous avez produit ça avant parce qu'on est en train de faire notre investigation, on est en train d'essayer de comprendre d'où ça vient, pourquoi on a eu le problème. Bah, je pense que ton fournisseur, tu construis une meilleure relation avec lui. Il peut être plus partenaire de l'investigation plutôt que le gars que tu veux aligner, quoi. Donc ça aussi, c'est important, je pense, dans ces sujets-là. Comment tu veux travailler avec ton fournisseur. Après, il y a des fournisseurs qui sont fermés, tu peux faire tout ce que tu veux, ça marche pas. Mais ça dépend comment tu travailles ta relation au quotidien. Moi, je sais que quand j'étais responsable à QUP, ma collègue qui était responsable du fournisseur, elle me dit je peux pas faire de réclamation pour ça, on n'a pas suffisamment d'infos. Je fais ok, je suis d'accord avec toi, on n'est pas au point de faire une réclamation, mais est-ce que tu peux au moins leur demander des demandes d'information parce que nous c'est un élément clé pour avancer dans notre investigation. Et comme tu dis, si le lot d'avant chez le fournisseur c'est pas du tout le flacon qu'on cherche, et ben ça il peut te le répondre facilement, rapidement, et tu sais que tu peux exclure cette piste-là. En l'occurrence, là, c'était le cas. Le type d'ADC qu'ils avaient produit juste avant, le fournisseur, bah, c'était bien celui incriminé, voilà, qui a été retrouvé, qui était incriminé. Mais ceci dit, on part vraiment sur une base d'hypothèse parce qu'il faut aussi regarder en interne justement ce qui est fait sur les lignes. Et c'est vrai, je rejoins Arnaud sur ce qu'il disait sur cette notion de déresponsabilisation, pardon. C'est essentiel en fait. Il faut quand même regarder en interne et voilà, on le dira jamais assez, je pense, mais les déviations c'est aussi une opportunité d'amélioration. Et puis bah là, j'ai pu creuser vraiment dans le process de vide de ligne, sur les lignes, en discutant avec des opérateurs et des tuteurs, qu'en effet il y avait des choses à améliorer. Et je pense que ce travail n'aurait peut-être pas été aussi poussé s'il n'y avait pas eu la méthode associée justement d'investigation et d'autant plus sur une déviation critique. Donc en tout cas, c'est vrai que c'est primordial d'avoir déjà tout le contexte et ouais, de se responsabiliser de soi-même et de regarder vraiment ce qui est fait sur ligne, de prendre ça comme une opportunité, ouais, tout simplement. Puis j'ai envie de te dire, moi de mon expérience pour des déviations critiques, à part si t'en as vraiment un qui fait la méga bourde et que voilà, souvent c'est une accumulation en fait d'origine. Parce que tu peux pas t'arrêter sur une chose et que en fait quand tu regardes et que tu creuses les déviations critiques, en fait c'est des dérives qui sont faites à l'étape 1, à l'étape 2 parce que en plus sur des opérations qui sont critiques, normalement tu as des contrôles qui sont censés être en place pour t'assurer ces étapes-là qui sont censés être en place qui ne marchaient pas qui ne marchent pas et que sinon ce serait pas critique, enfin ou en tout cas où il y aurait pas eu de et je pense que déviation. Ce qui est intéressant aussi dans ton sujet, c'est que tu as dit que normalement la ligne, elle est censée détecter une mauvaise couleur d'ADC. C'est ça, ouais. Mais du coup, alors moi je vais revenir aussi sur la méthode et sur comment tu as investigué ça. Au final, tu as trouvé plusieurs causes plusieurs causes initiales déjà. Effectivement, la présence de cet ADC qui était pas le bon au moment de l'étape de conditionnement primaire, plus la non-détection par la ligne. Ça fait 2 causes initiales. À partir de là, tu vas aller creuser avec notre diagramme romanesco et tu as creusé sur plusieurs niveaux sur les 2 causes initiales. Donc en fait, on se retrouve avec plusieurs causes à adresser. Premier élément, dans votre QMS, arrêtez de classer vos déviations avec les 5e parce qu'en fait, au final, ça sert à rien parce que là, on a plusieurs causes, donc on a plusieurs M qui s'appliquent. C'est les causes qu'il faut classer à la limite, et c'est pas trop prévu dans les QMS. On a eu une discussion avec un autre client justement là-dessus. On leur a dit, mais arrêtez de vouloir classer votre déviation et vraiment la déviation en 5e, ça ne servira à rien dans votre analyse de récurrence. Deuxième élément sur ces causes, au final, on n'a aucune certitude. C'est ça, ce ne sont que des hypothèses qu'on est obligé de retenir parce qu'on ne peut pas les éliminer. Et ça, j'aime bien, c'est que la démarche d'investigation, c'est à la fois d'aller confirmer des hypothèses, mais c'est aussi d'aller en éliminer un maximum pour que celles qui restent soient les hypothèses les plus probables.
Donc, on ne peut pas éliminer l'hypothèse du fournisseur, mais on ne peut pas non plus éliminer l'hypothèse du vide de ligne. Et comme la déviation, c'est un processus d'amélioration, c'est un processus aussi de gestion des risques, du coup, comme tu peux pas l'éliminer, tu dois prendre en compte cette notion-là et mettre en place des éléments qui te permettent de t'assurer et donc de réduire le risque que ça se produise si cette hypothèse est la bonne. Mais tu ne pourras jamais le prouver à 100%, et ça, faut bien l'entendre aussi, dans une investigation. Autant sur les causes initiales, comme on est sur des faits, on est souvent sur des choses très avérées, mais quand on commence à rentrer dans la recherche de causes racines, c'est comme ça en fait. On aura des fois des éléments, des preuves qui nous permettent de nous assurer d'être sur des causes avérées, mais ça va pas être la majorité des cas. La majorité des cas, c'est ce qu'on n'a pas pu éliminer, on est obligé de le retenir comme probable. Moi c'est ce que dit l'auteur de Sherlock Holmes. Une fois que vous avez éliminé tout ce qui était impossible, ce qui reste est probablement ce que vous recherchez, quoi. Et comme dit Paul-Adrien sur le chat, plusieurs causes, c'est aussi plus de chances de mettre en place des CAPA efficaces. Si tu soit parce que tu vas pouvoir avoir un panel de CAPA à choisir et que tu vas dire je vais faire celui-là qui permettra d'intervenir plus en amont ou voilà, mais aussi parce que tu auras une meilleure connaissance de ton problème et donc tu pourras aussi choisir les CAPA les plus efficaces ou en mettre plusieurs ou en mettre qu'un seul, mais voilà quoi. Alors du coup, c'est une très bonne transition, CAPA efficace, et en plus on va pouvoir faire le lien avec un de nos précédents lives il y a quelques semaines. Autre déviation critique, rien à voir, ça c'est pas toi qui as investigué, mais du coup, alors je vais essayer pareil de remettre le contexte. En gros, dans le process, ils ont lancé une agitation ou une stérilisation dans une cuve et ils ont laissé un élément qui aurait pas dû y être, ce qui était critique. Et du coup, l'investigation a abouti à une CAPA. On t'a partagé cette CAPA en disant pour éviter que ça se reproduise. Elle allait être mise en place, ouais. C'était pas encore. Elle n'a pas encore été acceptée ou C'était en tout cas ce qui allait être proposé, à la CUF. Alors qu'est-ce qui a été proposé? C'était de décrire dans le dossier de l'eau noir sur blanc comme quoi il fallait enlever cet élément-là de la cuve avant de lancer la ST. Avec une petite case à cocher? J'imagine, oui, forcément. Voilà. Et là, on en revient. Et là, c'est magnifique. On fait le lien entre tout. Pouah, les CAPA, les déviations, les dossiers de l'eau, tout. Voilà. On en revient à ça, quoi. C'est pas parce que tu as écrit ça dans ton dossier de l'eau que tu es sûr qu'ils le referont pas. Et moi, je mettrais même un billet de 1 million d'euros qu'ils le referont. Un jour ou l'autre. Si on met que ça comme CAPA, ils le referont. Ils le referont, c'est sûr. Parce que là, c'est vrai qu'il y a dans le contexte qui est un peu exceptionnel, multi-produits, multilignes, et puis en fait, chaque produit a ses spécificités, et des fois, cet élément, il faut le laisser, et des fois, cet élément, il faut l'enlever. Et là, en l'occurrence, l'élément, quand il fallait l'enlever, c'est un produit qu'ils font rarement, pas autant que les autres, où il faut le laisser. Donc forcément, ça apporte à confusion, situation exceptionnelle, et puis voilà, il y a aussi toutes les notions derrière d'observation de tâches. Tu n'en as pas parlé, Arnaud. Non. Ah non, mais il y a plein de choses qui peuvent être il y a tout ça qui en découle et ouais. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire comme CAPA, tiens, intéressante, autre que de rajouter un truc dans le dossier de l'eau? Déjà, est-ce que par exemple, on peut pas mettre, je sais pas, un système avec un détrompeur qui te dit le truc il y est, le truc il y est pas? Ce que j'allais dire, avoir un détecteur dans ta cuve qui te dit t'as cet élément-là et c'est pas attendu pour ce produit, ou pour cette étape. Oui, finalement, tu sais que le poids de ta cuve est différent s'il y a cet élément-là ou pas. Voir s'il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Alors, tu peux aussi mettre en place un pré-briefing job, hein, justement, comme tu dis, multi-produits, plein de cas possibles. À un moment donné, démarrage de ton poste. Dire voilà, le superviseur qui vient voir le gars, il fait ok, donc là on est sur tel produit, il faut bien penser à enlever ça, faire ça, machin. Bien évidemment, ça n'empêche pas, mais si tu mets ça plus un détecteur, plus machin, plus truc, tout ça ne nécessite pas de la traçabilité dans le dossier de l'eau en fait. Mais par contre, en fait, c'est un truc.
moi, qui me tient à cœur, c'est tout ce qu'on fait, tout ce qu'on met en place sur le terrain, réellement et en pratique, qui permet de s'assurer la qualité, qui permet d'éviter. C'est pas tout ce qu'on met dans les documents. C'est pas parce que c'est écrit qu'on le fait. C'est pas parce que c'est enregistré que ça a été fait. Ça, je suis désolé, je vous le dis haut et fort, mais donc voilà, ce qui va permettre de s'assurer que les choses soient faites et correctement, c'est tout ce qu'on met en place en termes d'outils, de méthodes d'accompagnement sur le terrain. Et donc dégager du temps, je suis désolé, je suis lancé, mais dégager du temps en simplifiant justement les dossiers de l'eau, en simplifiant les investigations de dossiers de déviation, en simplifiant les suivis de tâches de droite à gauche, ça va dégager du temps aux managers de proximité, aux AQ terrain, qui pourront être beaucoup plus présents sur le terrain, faire des observations de tâches, faire de l'accompagnement, penser à mettre en place des outils et des méthodes pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème, quoi. Bah, ouais, je vais appuyer ce que tu dis justement sur une autre déviation que j'ai traitée où sur la campagne, il y a ce problème qui est apparu et puis on m'a dit ah oui non mais c'est récurrent sur les campagnes, on n'en fait pas souvent et c'est vrai qu'à chaque fois c'est écrit comme ça mais il faut bien s'assurer d'arrêter avant pour pas que le produit etc. Je passe les détails. Et puis je me suis dit mais en fait si c'est un produit que vous faites une fois tous les 2-3 mois en plus en mode campagne, mais vous parlez pas avant justement, enfin les Ouais, chefs pour d'équipe ou refixer un les peu les trucs, ouais. coordinateurs justement en se disant ok Mais non, ça c'est c'est un marqué dans le produit, dossier de l'eau. on le fait pas souvent, c'est en mode campagne, on sait que c'est un produit qui coûte cher en plus donc il y a quand même une certaine pression derrière en se disant en fait on se débriefe tous avant ensemble de produire en se disant en fait on va pas refaire les mêmes erreurs que la campagne précédente et je me dis moi c'est vrai que c'est un peu ce que je constate c'est que tout le monde est dans leur bureau et la présence terrain est de moins en moins conséquente on va dire et je me dis c'est vraiment de la pédagogie, de l'accompagnement et du management en fait tout simplement. Mais c'est de la qualité de bureau et attention quand je dis ça, je jette pas la pierre qu'aux qualiticiens parce que la qualité elle est aussi faite par les superviseurs etc. Et pas de la vraie qualité en fait. C'est de la qualité théorique, c'est écrit dans les documents, c'est écrit dans les dossiers de l'eau donc c'est fait. Et après comme ça en inspection on dit bah oui mais regardez c'est comme ça qu'on fait. Ah oui mais on a une déviation, bah ouais mais du coup regardez on a trouvé c'est la faute du fournisseur. Non mais voilà, c'est un peu Et résumé, mais ouais. Et au lieu de faire des briefings là, les 5 minutes tous les jours ou les relèves d'équipe en parlant il faut faire tant d'unités, parler vraiment du produit en fait et de ce qui va se passer sur ligne. Je pense que ça c'est quelque chose qui manque en fait ce lien. mais c'est quelque chose qui manque globalement partout. Et alors, il y a une citation ou une phrase, tu sais, inspirante qu'on voit souvent qui dit ce ne sont pas les paroles qui font un homme, ce sont ses actions. Et ben en fait, moi je la traduirais aussi là-dessus, ce ne sont pas les documents qui font un système qualité, c'est sa réalité et son organisation sur le terrain. Et c'est vraiment moi ça m'énerve en fait d'avoir de la qualité qui est poussée par des documents et par de la traçabilité et non pas par par comment on organise le terrain. J'arrive pas bien à l'exprimer. Il faudrait que je trouve vraiment comment l'exprimer. Mais c'est comme dans notre fresque de l'industrie pharmaceutique. On a cette carte, c'est organisation et méthode du terrain en fait, de comment est-ce qu'on fait les choses, qui fait quoi, à quel moment, etc. Bien sûr que tout ça, à un moment donné, ça peut être transcrit dans des documents, mais tant qu'on est dans un mode, on va faire le document pour dire comment faut faire, et pas plutôt, on va réfléchir à comment faut faire, et après on le mettra dans un document, bah, ça marchera pas, quoi. Et ouais, c'est vraiment l'accompagnement et comment font les personnes vraiment, enfin les opérateurs, comment ils le réalisent réellement, parce qu'on peut se rendre compte qu'il y a des décalages. Et moi, dans le cadre de l'investigation sur cette compta croisée, clairement, j'ai vu que le mode opérateur de vide de ligne, c'était pas ça quoi. Enfin, c'était pas ce qu'ils faisaient réellement sur le terrain. Et en l'occurrence, les opérateurs faisaient très bien, mais par contre, le mode opérateur, par contre, non. Et en fait, c'est le support de base à la formation. Donc Bah, là, il y y a un avait flou ça, mais il y avait artistique aussi
l'opératrice qui te disait quand même que tout le monde ne faisait pas forcément pareil et que potentiellement, selon comme la contamination a eu lieu la nuit, elle avait des doutes. On n'a aucune preuve, on n'a aucun élément pour le vérifier. Mais quand un opérateur dit déjà que tout le monde ne fait pas pareil sur un vide de ligne, faut se poser des questions. Faut se poser des questions. Très bien, ça fait une demi-heure à peu près qu'on est là, qu'on est en live, après avoir galéré pendant de nombreuses minutes à pouvoir diffuser. Youhou, on a une troisième personne qui est capable de faire des lives en autonomie sur LinkedIn. En tout cas, merci Chloé, merci Mélanie. Si vous avez envie d'aide pour votre méthode d'investigation ou même pour votre investigation, ne serait-ce que de passer une heure des fois en coaching, ça permet de débloquer une investigation de manière assez fulgurante. N'hésitez pas à nous contacter, allez voir sur notre site, on a beaucoup d'éléments qui expliquent comment on fonctionne et on sera ravis de vous aider parce qu'en fait nous on se bat tous les jours pour à la fois alléger la pression sur les équipes, sur les déviations, sur la qualité au quotidien, tout ça dans le but d'accélérer aussi vos libérations de l'eau et donc réduire les ruptures sur le marché et tout ça pour améliorer le système de santé. C'est génial. Surtout en fin d'année. Là, tu parles de la méthode, mais on a aussi mis en place, vous pouvez nous contacter aussi pour faire des études de cas. Si vous trouvez comme un peu Chloé une déviation critique, vous n'êtes pas sûr de par quelle méthode faire l'investigation parce que c'est un problème complexe et il y a plein de possibilités, plein d'origines possibles et vous êtes un peu perdu. Nous aussi ponctuellement on peut vous accompagner sur des sujets comme ça un peu critiques et vous aider à vous organiser pour bien structurer votre investigation. Yes. Bon, écoutez, merci encore de nous avoir suivis. À la semaine prochaine dans des meilleures conditions, à l'heure. Et bonne fin de semaine.